Depuis quelques mois, notre pays s'enfonce dans un marasme politique et un blocage institutionnel dont on ne voit pas bien l'issue. Notre pays semble divisé en profondeur et incapable de s'unir pour toucher au bien commun. Et si derrière cette crise politique, il y avait une crise de la politique elle-même, c'est-à-dire notre capacité justement à chercher ce bien commun et à vivre ensemble. Peut-on encore vivre ensemble? C'est bien la question à la fois simple et fondamentale que je voudrais poser ce soir à mes deux invités, les philosophes Pierre-Henri Tavoyot et Pierre Manant. Bienvenue dans le club Le Figaro Idées. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté mon invitation. Pierre Manant, vous êtes un familier désormais du club Le Figaro Idées. Nos téléspectateurs vous connaissent bien. Vous êtes philosophe, ancien professeur à l'école des hautes études en sciences sociales, EHESS, pardon, je vais y arriver, auteur de Pascal et la proposition chrétienne, mais aussi des classiques cours familiers de philosophie politique ou La raison des nations. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous avez beaucoup réfléchi justement à la question de la politique dans la modernité et peut-être de ces contradictions fondamentales. On va y revenir bien sûr. Pierre-Henri Tavoyot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe vous aussi et président du Collège de philosophie et vous publiez ce livre qui m'a donné l'idée de ce sujet d'émission. Voulons-nous encore vivre ensemble? C'est un livre où vous abordez énormément de thèmes, de ce que nous mangeons à la manière au sujet de l'amour entre l'homme et la femme. Et vous vous interrogez sur la crise profonde effectivement de ce vivre ensemble et d'une société à la fois tentée par le repli sur la sphère privée, sur l'individualisme et en même temps par le conflit. Vous dites la déprime ou finalement l'envie de tout casser. C'est ce qui caractérise notre temps et ce qui manque évidemment, c'est justement la capacité à construire du collectif, du positif et du commun. Et c'est bien sur cela que je voudrais vous interroger. Et j'aimerais qu'on démarre quand même l'émission sur la politique, évidemment, et sur la situation politique dans notre pays. On le voit depuis la dissolution de juin dernier. Cela fait 6 mois que notre pays vit dans une espèce de marasme politique, d'un blocage total, et avec une violence politique qui se fait jour notamment à l'Assemblée nationale. Et je voudrais qu'on regarde un petit extrait de ce qui s'est passé à l'Assemblée dans le dernier mois et la violence des mots et parfois même des gestes qui existent dans notre Assemblée nationale désormais. Alors être influenceur, c'est bien, mais être député, c'est pas ça. J'ai déjà 2 demandes de rappel au règlement. Vous n'êtes pas véritablement député, vous êtes commentateur de la vie politique. Vous êtes minoritaire, vous n'êtes pas légitime à faire souffrir les Français. Chut, un peu de calme. Je suis inénervable aujourd'hui. Je voulais présenter mes excuses à notre collègue Kremer. Effectivement, c'est une jeune retraitée de 62 ans de la Banque de France, un des régimes les plus favorables de la République. Et donc je comprends, c'est une honte. Les attaques personnelles sont insupportables. Vous savez ce que nous sommes en train d'alimenter? C'est l'anti-parlementarisme. Le nombre de décibels ne fera pas la différence, mes chers collègues. Vous êtes un fourvoyeur de nos institutions. C'est scandaleux. Merci de conclure, chers collègues. Président de la République crée sciemment une confusion entre critique légitime de la politique de Netanyahou et antisémitisme. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est la colonisation, un génocide et la généralisation du conflit au Liban. Serez-vous plus clair que les soutiens inconditionnels qui prétendent ne pas savoir à quoi Emmanuel Macron fait allusion? Alors, on aurait pu en rajouter encore. Oui. Pierre Manant, qu'est-ce que ça vous inspire, cette virulence politique dans notre pays aujourd'hui, ce qu'on appelle parfois la polarisation, ce clivage profond? Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est inédit selon vous? Non, ça, je ne pense pas que ce soit inédit. Les disputes à l'Assemblée, au début de la 4e République, il y avait des disputes très violentes à l'Assemblée entre les communistes et les autres, la tribune étant défendue les poings à la main, à coups de poing, je veux dire. Bon, non, ce qui est inédit aujourd'hui, c'est la paralysie complète du régime, n'est-ce pas? Parce que c'est ça, c'est le point où nous sommes rendus. C'est le résultat d'un processus qui dure depuis 30 ans.
la progressive désarticulation de notre régime politique. Notre régime politique est fondé sur la représentation qui suppose l'alternance de partis majoritaires. Bon. Bien, progressivement, cette alternance de partis majoritaires s'est achevée. Il y a eu une concentration des partis de gouvernement au centre, sur la base d'un programme, je dirais, libéral européen au sens large du terme. Et donc, d'une certaine façon, la classe politique n'a plus besoin d'être représentative, ou d'une certaine façon n'a plus su comment être représentative. Donc, nous avons le terme de cette évolution. Il y a deux partis représentatifs, si j'ose dire, de passion forte dans la société, le Front National, le Rassemblement National, pardon, et la France Insoumise. Et puis il y a le bloc central. Alors faut-il ajouter maintenant le Parti Socialiste qui montre le bout du nez pour venir faire partie de ce bloc central. Mais le problème, n'est-ce pas, c'est que précisément c'est un rassemblement de la classe politique qui met qui a le sentiment en quelque sorte, de savoir quel programme mettre en œuvre, mais qui n'a plus besoin d'être soutenu par une majorité, n'est-ce pas, ou qui ne peut plus rassembler la majorité dont elle aurait besoin. Et donc voilà, si vous voulez, la classe politique utile, si j'ose dire, est désormais structurellement minoritaire dans ce pays. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes à ce point paralysés. Pierre-Henri Tavoyot, qu'est-ce qui vous frappe? C'est le blocage ou la colère et la virulence? En fait, je pense qu'il faut distinguer, il y a deux niveaux, un niveau conjoncturel et un niveau plus profond. Ce qu'on voit là dans les images, il faut bien avoir en tête que c'est une stratégie qui est bien élaborée, c'est-à-dire c'est pas un hasard, c'est pas la montée des passions, c'est parfaitement rationnel. Du côté de la France Insoumise, c'est une théorie, d'ailleurs de philosophie politique, faite par Chantal Mouffe, qui est une philosophe belge, qui s'appelle l'agonistique, c'est-à-dire l'idée que, au fond, pour que le peuple se sente représenté, il faut que les passions soit exprimée. Il faut ne pas être dans la logique du compromis, dans la logique de la discussion, du consensus. Il faut être dans le dissensus, dans la conflictualisation permanente, dans le coup d'éclat permanent. Et si on est minoritaire dans les urnes, il faut être majoritaire sur les ondes. Et pour ça, il faut faire le buzz constamment. Donc c'est quelque chose qui est très théorisé, hein, très, très conçu. Donc c'est pas un hasard, c'est pas des gens qui nous sont mal élevés, etc. C'est organisé. Donc ça, c'est ce qui contribue à nourrir cette ambiance depuis longtemps, d'ailleurs, depuis que la France Insoumise est présente, cette ambiance un peu délétère, mais c'est pas un hasard. Puis il y a quelque chose de plus profond, et je prolonge effectivement ce que disait Pierre Manin, il y a quelque chose d'important, c'est que depuis l'après-guerre, on a le sentiment que la politique se rétracte et se rétrécit, avec l'idée qu'au fond, on se méfie. Saint-Just disait, tous les arts politiques, tous les arts ont créé des merveilles, seul l'art politique a créé des monstres. C'est un peu notre attitude. On se dit, oulala, la politique c'est dangereux, donc faisons confiance à ce qui est beaucoup plus sérieux que la politique, l'économie, et puis le droit. Voilà. Et on a assisté à une montée en puissance et de l'économique et du juridique, ce qui fait que la part politique, qui semble quand même au cœur de la démocratie, il faut faire de la politique, la volonté du peuple, enfin ce genre de choses, tend à se réduire. Et c'est un paradoxe, c'est-à-dire les citoyens se méfient des politiques dont ils reprochent l'impuissance. Oui. Et donc il y a une sorte de cercle vicieux. On constate l'impuissance politique, l'impuissance publique, qui est, je pense, le vrai problème de la démocratie aujourd'hui, l'impuissance publique. Et cette critique de l'impuissance publique contribue à aggraver cette impuissance publique. Et aujourd'hui, on est au cœur de cette crise. Au cœur de cette crise, c'est-à-dire que la colère des citoyens, l'exaspération d'une bonne partie de la population fait que nous n'avons plus de gouvernement. C'est très frappant au moment des législatives, après la dissolution. Personne ne s'est posé la question qui doit gouverner. Tout le monde s'est posé la question qui ne doit pas gouverner. Oui. Voilà. Et donc là, franchement, on peut dire que les élus, les députés font pas leur boulot, mais nous sommes, nous, citoyens, responsables. Nous sommes collectivement responsables. Nous avons voulu, par le vote, empêcher de gouverner. Donc de ce point de vue-là, on a beau jeu de reprocher aux élus, aux députés de mal se comporter, mais nous sommes, nous autres populations, collectivement responsables. Oui, on pourrait dire que
Dans le régime représentatif, c'est le peuple qui légitime les gouvernants. Et dans notre régime aujourd'hui, ce sont les gouvernants qui excluent du peuple légitime ceux qui leur déplaisent, n'est-ce pas? Et il ne faut pas s'étonner que le régime soit paralysé. Et on parle souvent d'une culture française qui rejetterait le compromis, qui serait une culture conflictuelle, une culture de la guerre civile. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'une forme de psyché nationale qui serait rétive justement à tout parlementarisme, à toute construction collective d'un bien commun? Je ne suis pas du tout convaincu par cela. Oui. La France a le génie des spasmes révolutionnaires, mais nous avons... la Troisième République a été un régime qui a été plutôt honorable et bien construit. La Quatrième a eu ses défauts, mais enfin, nous avons été gouvernés par d'un régime représentatif qui a fait beaucoup de bonnes choses. La Cinquième République a été, elle aussi, la Cinquième République, tant qu'elle était conforme à son type fondateur, n'est-ce pas, a été aussi un régime tout à fait satisfaisant. Donc je ne crois pas du tout que nous soyons inaptes à la vie parlementaire ou à la vie démocratique. On nous oppose toujours au même pays, à la Hollande ou à l'Allemagne, qui ont l'habitude des accords de coalition. Mais non, pas le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est comme nous. C'est un régime était comme nous, c'est-à-dire où la majorité prend tout. Oui, c'est vrai. Mais dans l'alternance pacifiée. C'est un régime d'alternance où la majorité, où le parti majoritaire prend tout. Oui. Donc le régime anglais, avec toutes les différences, mais le régime anglais et le régime français, de ce point de vue-là, n'étaient pas des régimes représentatifs favorables aux coalitions. Oui. Pierre-Henri Taveillot, sur cette mentalité française du rejet du compromis, vous êtes d'accord ou... Pas forcément, je pense que les exemples historiques montrent que ce n'est pas structurel, mais il y a quelque chose qui, malgré tout, tend à monter dans l'époque contemporaine, c'est, je pense, cette espèce d'aspiration à la guerre civile. Pas comme réalité. La pacification, malgré effectivement des questions de sécurité qu'il ne faut pas négliger, mais voilà, on reste quand même très très éloigné. Si on se rappelle du sens précis de ce qu'est guerre civile, on n'y est pas. Simplement, les scénarios de guerre civile sont en train de monter. Et je crois que l'explication, c'est que, en fait, c'est très rassurant, le scénario de guerre civile. C'est très tentant même, parce qu'on est face à un monde extrêmement complexe, on n'y comprend rien. Voilà. Et de se dire qu'il y a, disons, les bons, en général nous, et les méchants, les autres, cette binarité a quelque chose de simplificateur qui nous permet d'avoir une vision du monde. Et donc on est tenté même de voir des guerres civiles partout. Alors il y a la lutte des classes, qui est presque un peu vintage aujourd'hui, il y a la guerre des sexes, alors la guerre des générations, la guerre des races qui refait sa sortie, et puis la guerre des civilisations. Vous voyez, à gauche ou à droite, on peut choisir sa guerre civile comme une sorte d'explication générale du monde. Et à force, c'est ça un peu le danger, c'est à force de se goinfrer en quelque sorte de ces scénarios de guerre civile, on finit par tendre considérablement les relations entre nous. Et effectivement, on sent que les choses, on le voit dans les repas de famille par exemple, sont en train, de ce point de vue-là, il faut un mot, et les choses partent en vrille. Les choses se déclenchent, les conflits arrivent, parce que immédiatement ce mot est aspiré par, vous prenez genre, patriarcat, immigration, et tchac, vous êtes sûr d'avoir la fin de repas pourri. Méfiez-vous, va falloir s'entraîner un peu pour les repas de fête. Voilà, il faut. Alors avant on dit on ne parlera pas de ça, comme dans le fameux dessin de Carandache à propos de l'affaire Dreyfus, mais on y est, et je trouve que ça c'est assez révélateur, peut-être un peu neuf dans notre situation contemporaine. Oui, Pierre, vous voulez réagir? Peut-être parce que j'ai de l'avance en âge par rapport avec Pierre-Henri, mais j'ai le souvenir de périodes où vraiment aussi les repas de famille pouvaient être facilement l'occasion de disputes politiques, soit la guerre d'Algérie, soit le programme commun de la gauche, soit l'Union soviétique, soit le communisme. Bon, mais je partage votre sentiment sur le fait que d'une certaine façon, ces scénarios apocalyptiques sont rassurants parce qu'on sait quand même bien que nous n'en sommes pas là. Ouais. D'autre part, je ne crois pas tellement que la guerre civile nous menace parce que les vraies guerres civiles, si j'ose dire, il y a différents types, mais les vraies guerres civiles supposent que l'on soit d'accord sur la chose sur laquelle on se dispute, que l'on soit d'accord sur le commun. C'est une dispute sur le commun. La guerre d'Espagne, il y avait deux Espagnes incompatibles
qui voulaient détruire, chacune voulant détruire l'autre, n'est-ce pas? Bon, ils étaient d'accord sur le sujet, l'enjeu c'était l'Espagne. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on ne sait pas quel est l'enjeu commun. Oui. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'état du monde? Est-ce que c'est la mondialisation? Donc, si vous voulez, il n'y a pas... Je dirais, il n'y a pas assez de commun pour qu'il y ait une guerre civile, d'une certaine façon. Ce que je crains plutôt, c'est, on peut dire, la continuation de ce mouvement que Pierre-Henri évoquait, c'est-à-dire qu'il y a quand même une fragmentation de la société, une fragmentation des conflits, et nous avons tendance à nous tourner le dos, et peut-être, en effet, que la société française va s'archipéliser, comme dit un excellent observateur, mais s'archipéliser jusqu'au point où, pour ainsi dire, il y aura des réduits, chacun se rassemblant avec ceux dont il est proche, socialement, politiquement, idéologiquement, religieusement, et la France, ce sera la France en peau de léopard, si vous voulez, comme disent les militaires, où la population sera fragmentée, et il y aura au-dessus de cela des institutions françaises, européennes, mondiales, qui administreront... C'est la fin de l'État-nation, finalement. Oui, enfin, en tout cas, un État sans nation, oui. Ouais. Oui. Pierre Métavieux, vous croyez à ce scénario de fragmentation, d'archipélisation progressive du tissu social? On le constate. Je pense que ça serait vraiment une folie de nier cette tendance. Mais je pense qu'on peut aussi, c'est un peu la tentative que je fais dans le livre, essayer de repérer les formes qui résistent et les formes de reconfiguration. Oui. C'est pas d'être d'un optimisme béat que de dire ça, parce que je pense qu'en effet, le diagnostic sur l'archipélisation, sur l'éclatement façon Pulse, comme disent les tontons flingueurs, de bien des dimensions de notre existence, est réel. Et ça, je pense que c'est réel. Mais il me semble aussi que, vous savez, l'adage, c'est on entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser, qu'il y a malgré tout des forces de recomposition ou des forces de résistance par rapport à cette archipélisation, et ça mérite au moins de les repérer dans le détail, parce que je pense, et c'est le projet, alors cette fois-ci plus normatif de ce livre, c'est d'essayer de dire il faut que nous parvenions à faire émerger, comme disent les communicants aujourd'hui, un narratif concurrent du narratif des guerres civiles, du narratif de l'éparpillement. Et je pense que nous avons les ressources pour le faire. Et c'est quoi alors ces continents qui échappent à l'archipélisation, ces espaces de commun? On peut le dire théoriquement, on peut dire concrètement. Théoriquement, c'est le problème, le paradoxe des sociétés d'individus. Les sociétés d'individus, ça semble monstrueux. Soit il y a des sociétés, il n'y a pas d'individus, soit il y a d'individus, il n'y a pas de société. Sauf si on envisage ce processus qu'une société fabrique des individus à condition que les individus fabriquent de la société. L'aller est démocratique, le retour est républicain. Ça veut dire que un individu, s'il fabrique du lien social, eh bien, on peut être individualiste. Mais il faut que cet individu fabrique du lien social. C'est ça l'idéal, c'est magique, c'est même grandiose comme projet. En fait, c'est pas un carré qui produit des ronds? Pardon? Je ne crois pas. C'est un cercle plutôt vertueux. Parce que, justement, si on tente de décrire un peu les choses, ça fait très longtemps qu'on annonce l'atomisation du social. C'est à partir du XVIIIe siècle, même du XIXe siècle, on annonce cette atomisation. Alors, elle a progressé, cette atomisation, mais elle n'est pas là totalement. Donc ça veut dire qu'il y a des forces, soit de résistance, soit de recomposition. Moi, je pense qu'on peut considérer que notre société d'individus reste solide sur un objectif qui est extrêmement simple, extrêmement basique, mais puissant. Ce petit projet qui consiste à grandir soi et à faire grandir, tout simplement. On le voit dans la famille, on le voit dans une entreprise, on le voit dans un journal, on le voit dans la société. Ce projet qui consiste à grandir et à faire grandir, et qui, du collectif, pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'on ne peut pas grandir tout seul. On a besoin d'être aidé et on a besoin d'aider. Voilà, c'est important. Juste cette petite chose qui structure notre vie individuelle, le fait d'avoir envie de devenir adulte. Alors, vous allez me dire, les adultes, voilà, il n'y en a peut-être pas forcément partout, notamment à l'Assemblée nationale, on peut avoir le sentiment que c'est très infantile. Je vous l'accorde. Mais ce souci-là de se dire, notre démocratie, c'est la seule civilisation au monde qui dit tous les humains sont grands, énorme quand même. Tous les humains peuvent grandir et nous pouvons grandir ensemble, c'est une promesse qui est quand même, je dis, pardon du terme, balèze, grandiose, qui mérite d'être creusée. Si on arrive à faire ressurgir cet idéal démocratique en disant, encore une fois, grandir et faire grandir, je pense
qu'on peut contrecarrer cette vision spontanée aujourd'hui que nous sommes voués à nous entretuer. Pierre Manant, est-ce que... Oui, enfin, évidemment, je ne peux pas être en désaccord avec ce qui vient d'être dit. C'est certainement une perspective positive à encourager. Pierre-Henri Tavoyot se doute de ce que je vais lui dire, c'est-à-dire que c'est très bien, mais vous oubliez la politique. Vous avez, à juste titre, rappelé que le sentiment que l'individualisme était en train de dissoudre la société est né avec la modernité, avec la politique moderne. Au lendemain de la Révolution française, le terme qui revient sous la Restauration, et même avant, c'est la France est en poussière. La France est en poussière. Donc il va falloir, avec cette poussière, rebâtir quelque chose. De fait, il a fallu 3/4 de siècle pour que de la poussière des individus, la République finisse par faire la Troisième République, enfin, qui trouvait sa forme politique. Mais de toute façon, avec les individus dans la politique moderne ont été socialisés. La Révolution, mettons, a dispersé les individus, chacun avec ses droits. Mais qu'est-ce qui les a rassemblés à nouveau, ces individus? Deux choses. D'une part, l'industrie, la lutte des classes, donc la nouvelle économie, le peuple ouvrier. On ne peut pas comprendre le 19e siècle, évidemment, sans le mouvement de rassemblement des hommes dans le travail industriel. Donc la reconstruction, la resocialisation par les nouvelles formes de la vie économique, et d'autre part la nation. Donc la classe et la nation. Voilà les grandes forces qui ont rassemblé au XIXe siècle et au XXe siècle les hommes dispersés par les décisions de 89, si vous voulez, de dire tous les hommes naissent libres et égaux en droit. À partir de ces individus dispersés, refaire du commun. Donc, nous, notre situation aujourd'hui, c'est que, on voit bien, la force ouvrière, où elle est, il n'y a plus d'usine. C'est le problème de la gauche, mais c'est aussi le problème de la société, parce qu'on a besoin, non pas seulement d'une gauche, mais on a besoin d'une classe des travailleurs. On a besoin de ce rassemblement dans le travail. Donc, le travail est dispersé ou absent. Et puis, la nation ne sait plus du tout où elle en est. Elle ne sait plus si elle a le droit si elle a le droit d'être et si elle a le droit de se gouverner. Donc, moi, je ne vois pas d'autre récit pour le moment que ces vieux récits, si vous voulez. Le récit socialiste en termes général, ou le récit national, le roman national, comme on dit avec condescendance. Mais ce n'est pas le roman national. Si on a pu parler de roman national, c'est parce que la République, se retournant sur elle-même, la Troisième République, se retournant sur le passé de la France, a vu cette histoire. Et une histoire qu'on avait envie de raconter. Mais dès lors que vous rompez avec cette histoire, nous avons rompu avec... nous avons voulu embrasser le monde, mais rompre avec tout notre passé. Donc, dès lors qu'on rompt avec l'aventure nationale, inventer un nouveau narratif devient une opération extrêmement aléatoire. Mais il y a un nouveau paramètre qui rentre en compte, et d'ailleurs l'expression « vivre ensemble » est apparue dans les années 80, au moment même où justement il y a eu un élément nouveau qui est arrivé dans la nation, c'est le fait migratoire. C'est-à-dire qu'à mesure que la diversité liée à l'immigration s'installait sur le territoire, on invoquait ce vivre ensemble comme un mantra pour créer une sorte de commun un peu artificiel. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il y ait désormais sur le territoire français des communautés qui, elles, ne sont pas des sociétés individus, mais des sociétés soudées par des grands récits, justement, qui sont toujours très concrets, avec une histoire, avec une identité très forte, finalement, ne va pas réveiller, quelque part dans la société des individus, une forme d'identité, un facteur identitaire qui serait... l'identité serait le grand récit, finalement, du XXIe siècle, comme la nation l'avait été celui du XIXe, justement en confrontation avec cette immigration qui arrive dans les pays occidentaux.
Avec cette difficulté que l'identité est à géométrie variable, c'est-à-dire c'est une identité personnelle, ça peut être une identité collective, ça peut être une identité sexuelle, et si chacun effectivement choisit, comme au supermarché, ou zappe sur son identité, c'est pas forcément le meilleur moyen de créer du lien, mais il me semble, moi, si vous voulez, la logique ici, c'est, je vais revenir sur la question migratoire, mais c'est que moi je partage vraiment l'analyse de Pierre Manant sur les grands éléments structurants. Mais voilà, la situation dans laquelle on est, c'est si ces éléments structurants, industrie et nation, se sont effacés, donc là, ça devrait être fini. Ça devrait être fini. C'est-à-dire notre vie sociale devrait être en train de partir en déliquescence. Ce qui est peut-être le cas. Voilà, hypothèse pessimiste qui n'est pas du tout à négliger. L'hypothèse que je fais, ou la recherche que je tente de mener, c'est de me dire, si la société n'est pas déjà détruite, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Et l'idée, c'est pas d'inventer un nouveau narratif, c'est de se dire, d'essayer de le découvrir, de le trouver. Et il me semble voir, c'est pour ça que dans les 7 piliers de la convivialité que j'essaye d'identifier, on peut avoir une vision conflictuelle de ces 7 piliers, donc le repas, le sexe, l'amour, l'engendrement, la conversation, le travail, la religion. Voilà, on a plein de raisons de dire que ça dysfonctionne, et en même temps, quelque chose tient. Par exemple, le repas, bon, en France, nous sommes les champions du monde du temps passé à table, 2h13 par jour. C'est quand même un titre de gloire. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors ça baisse incontestablement. Oui. C'est un repas, ça veut dire qu'on passe du temps. En général, on ne passe pas du temps seul. Et alors que Canada, États-Unis, c'est une catastrophe. Le temps est moins d'1 heure. Enfin, c'est vraiment... Donc il y a quelque chose qui tient encore, et peut-être quelque chose qui se reconfigure. Le travail, en effet, le travail est sorti de la logique collective. N'empêche, toutes les enquêtes un peu fines sur le travail disent que la condition du bonheur au travail, du bien-être au travail, c'est pas... Alors évidemment, le salaire compte un peu, il faut bien être clair, mais c'est le désir de travailler ensemble, avec ce sentiment tout bête d'être quelqu'un sur qui on peut compter et d'avoir autour de soi quelqu'un sur qui on peut compter. Et donc cette dimension-là, je trouve que ça reflète ce petit nouveau narratif que j'essaye d'élaborer, mais avec beaucoup de prudence. J'ai beaucoup d'incertitudes, de me dire, au travail aussi, on a envie de grandir et de faire grandir. Dans le couple, on a envie de grandir et faire grandir, même si ce couple est très éclaté, même si ce couple connaît des divorces. Dans la sexualité aussi très tendue. Les exemples que vous donnez de convivialité sont quand même des exemples qui touchent à la sphère privée. Oui. C'est là où... Alors, justement, cette sphère privée, quand on y réfléchit, n'est pas si privée que ça. Alors attention, je ne suis pas en train de dire le privé est politique, soyons bien clairs, mais je trouve que de proche en proche, en partant des choses très concrètes qui nous touchent au premier plan, par exemple nos enfants, eh bien, de proche en proche, on arrive au monde de demain. Et donc, c'est à la fois très égoïste de s'occuper de ses enfants, mais c'est aussi très altruiste parce qu'en s'occupant de ses enfants, on se dit « je réfléchis au monde de demain parce que pour mes enfants, je veux un monde qui ne soit pas rempli de conflits et de conflictualité. » Et donc, je trouve que ces éléments privés sont, si je puis dire, connectés à des éléments qui sont beaucoup plus collectifs. Et c'est peut-être là la source. Un individu très personnel dans sa famille, dans sa sphère privée, mais qui, parce qu'il a une sphère privée et qu'il y tient aussi au collectif. La transmission, toute une série d'autres sujets de ce type-là. Pierre, maintenant, parce que je sais que vous avez réfléchi sur cette question, sur le face-à-face de la société des individus et d'un côté des populations, notamment issues de l'immigration, qui, elles, ne sont pas dans la société des individus. Je rappelle cette phrase d'Harlem Désir au moment de l'affaire du voile de Creil. Il avait dit, en 1989, il avait dit « le djinn l'emportera sur le tchador ». En gros, la société des individus, la modernité, finira par balayer l'islam. Et on voit que c'est le contraire qui s'est produit, puisque, au contraire, il n'y a peut-être jamais eu autant de jeunes filles qui portaient le voile en France. Est-ce qu'il y a une naïveté par rapport à ça? Et qu'est-ce que ça peut changer dans notre propre société des individus de voir sur notre territoire des gens qui sont encore dans une dimension holiste? Bon, c'est une vaste question. C'est une question à laquelle on aimerait bien savoir répondre. Je dirais, je crois qu'il faut distinguer deux choses qui sont évidemment très liées. Il y a d'abord la question de l'islam. Il y a une question géopolitique, historique, du phénomène considérable qu'est l'islam dans le monde. C'est une chose considérable,
dont les Européens ont pensé toujours qu'il était extérieur à l'ère européenne, mais que de toute façon son destin était de se conformer finalement au progrès qui était défini par l'Europe. Alors d'abord par la colonisation et ensuite par la décolonisation et l'extension de la vie démocratique dans le monde. Et vous avez encore beaucoup d'analystes, de sociologues qui considèrent que, quels que soient les phénomènes qui se passent à l'intérieur des populations musulmanes, ici ou ailleurs, leur destin est déjà écrit, ils deviendront des individus comme nous, n'est-ce pas? Ça, bon. Peut-être, mais en tout cas, ce que nous observons, si on prend l'ensemble du monde arabo-musulman et du monde musulman dans son ensemble, cette normalisation pour les Européens, en tout cas cette individualisation de la vie musulmane n'est pas observable, n'est-ce pas? Ça reste ce phénomène social collectif d'une prodigieuse compacité et résistance en dépit de tous les retards qui ont pu affecter le développement de cette civilisation. Et aujourd'hui, nous observons tout de même que, ils exercent sur nous, l'ensemble du monde musulman exerce sur nous une pression considérable. Ça, c'est un phénomène on le considère toujours sous l'angle de la personne qui porte un foulard ou pas, mais regardons d'abord le contexte global. Il y a aujourd'hui une pression qui s'appuie à la fois sur les États musulmans, sur les migrations et sur l'augmentation des populations d'origine, de cette origine dans les pays européens. Donc, les pays européens ont une question à laquelle ils doivent faire face. Comment regardent-ils ce phénomène, n'est-ce pas? Et ça, je crois que l'Europe, les pays européens dans leur ensemble, ont refusé de regarder ce phénomène dans son amplitude et pour se concentrer sur leurs formules intérieures en disant nous, il n'y a pas de problème, nous avons trouvé le moyen de séparer la politique de la religion, donc il n'y a pas de problème musulman puisque nous avons la laïcité. Donc je crois que là, il faut bien distinguer les deux aspects de la question. Il y a une grande question historique qui est celle de l'Europe face au monde musulman ou du monde musulman face à l'Europe, et puis il y a une question politique, évidemment liée à la première, mais l'autre question politique, comment nous organisons-nous l'accueil des populations musulmanes. Pierre-Henri Taveillot, vous évoquez dans votre livre justement la question de la laïcité. Et vous dites que ça fait partie justement de ces éléments qui peuvent fabriquer du commun encore aujourd'hui. En tout cas, et vous parlez de la laïcité comme la religion des grandes personnes et le socle finalement commun qui nous permet de construire cette possibilité de vivre ensemble. Est-ce que vous croyez vraiment que face à des sociétés ou face à une immigration ou des sociétés islamiques qui, elles, ont vraiment une identité forte, la laïcité soit suffisante pour garantir la possibilité de vivre ensemble? Est-ce que c'est pas trop léger comme armature sociale? Déjà, on n'a pas grand-chose d'autre sous la main. Oui. Voilà, donc il faut faire avec ce qu'on a. C'est un minimum. Je ne vois pas, si vous voulez, réémerger une religion collective. On est dans une France largement déchristianisée. Par ailleurs, la reconstruction artificielle d'un dispositif théologico-politique me paraît quelque chose de délicat à produire. Donc, on a quelque chose qui s'appelle la laïcité, dont il faut bien simplement comprendre l'esprit. C'est pas nouveau, mais que la laïcité n'est pas le contraire de la religion, c'est le contraire du fondamentalisme. C'est-à-dire du fondamentalisme, c'est la volonté, au nom d'une loi, d'une croyance, ou d'ailleurs d'une idéologie, ou d'ailleurs d'une identité, de vouloir régenter la totalité des existences des individus, du berceau à la tombe, du matin au soir, 24 heures sur 24. Face à cette prétention fondamentaliste, qui aujourd'hui nous paraît comme scandaleuse, alors qu'elle a été la norme historique pendant très longtemps,
la laïcité propose un régime de séparation. Donc en ce sens, la laïcité serait plutôt libérale que républicaine au départ, c'est-à-dire de dire nous avons plusieurs sphères dans nos existences, une sphère privée dans laquelle la liberté règne, une sphère publique où c'est la neutralité, l'État ne subventionne ni ne reconnaît aucun culte, et puis entre les deux, c'est souvent ça qu'on oublie dans la laïcité quand on la cantonne à un dispositif juridique, il y a cette sphère de la civilité, la société civile, c'est-à-dire quand les individus se rencontrent et les sphères privées se rencontrent au travail, dans la rue. C'est d'ailleurs là qu'on voit les principaux problèmes émerger. Cette sphère de la civilité, c'est la sphère de l'attention à l'autre, tant que l'autre respecte le cadre commun. Donc voilà comment on peut définir la laïcité. Je trouve que c'est un espace qui permet le pluralisme des croyances, qui permet aux religions, quand elles sont des foi et non pas des lois, de s'exprimer, ce qui est la conception chrétienne, au fond, de la religion. C'est d'abord et avant tout une foi. C'est pourquoi, effectivement, l'islam y est plus réticent, puisque l'islam apparaît aussi comme une loi qui présente la volonté de régir cette existence avec peut-être même ce qu'on peut appeler un islam 2.0, c'est-à-dire, pardonnez-moi cette expression, mais un islam qui devient de plus en plus ordonnateur et régisseur des existences, dans une logique d'ailleurs conflictuelle, en arrivant, l'islam dans les pays musulmans et l'islam en France ou en Occident, et c'est pas exactement la même chose. Il y a une montée d'une nouvelle forme de religion, avec d'ailleurs un esprit de conquête qui s'exprime à travers le frérisme, ce qu'on appelle le frérisme, un esprit de conquête, profitant des libertés des pays occidentaux pour les subvertir. Et donc, face à ça, il me semble que la laïcité représente aujourd'hui, peut-être pas simplement par défaut, moi je pense qu'il y a quelque chose de plus dans cette laïcité, c'est-à-dire c'est l'esprit qui permet aux religions de s'exprimer sans être fondamentaliste. Monseigneur Lustiger, jadis, disait « Le catholicisme est devenu laïque ». Voilà. Et ben, je trouve que c'est tout à fait vrai. Et effectivement, les religions, quand elles deviennent laïques, en ce sens-là, me paraissent être tout à fait compatibles avec l'idéal démocratique. Est-ce que c'est le christianisme qui est devenu laïque, ou est-ce que c'est la laïcité qui est devenue une religion en France, Pierre Manin? Je mets moins de foi dans la laïcité que Pierre-Henri. Parce que, si vous voulez, la situation de la religion par rapport aux politiques est très différente dans le monde chrétien et dans le monde musulman. Bon, on invoque toujours la laïcité à la française, mais la laïcité à la française, c'est quelque chose qui est arrivé dans un pays chrétien, dans un pays catholique. C'est un produit du christianisme. Dans le contexte chrétien, pas seulement en France, aux États-Unis, enfin dans un monde où la grande affaire, c'était d'ordonner la vie commune de populations dont la religion largement majoritaire était une version ou une autre de la religion chrétienne, catholique ou protestante. Donc, il s'agissait là, effectivement, de séparer. Ça avait tout à fait un sens. Il s'agissait de détacher cette étreinte un peu pesante, n'est-ce pas, que la religion exerçait sur la société, étreinte d'autant plus difficile à supporter à partir d'un certain moment que la société avait d'autres idées, n'est-ce pas, et que peut-être la religion était moins persuasive qu'à d'autres époques. Bon. Donc, c'est quelque chose qui nous est arrivé, si j'ose dire, à nous. Oui. C'est une aventure du monde chrétien. Par rapport à cette histoire, l'islam arrive tout à fait de l'extérieur. La laïcité à la française, la laïcité n'est pas obligée en France de séparer l'État de l'islam. Oui. Bon, il y a de nouvelles populations qui viennent faire partie de la société. Donc, le problème, c'est pas de les séparer, d'une certaine façon, c'est plutôt de les réunir. Oui. Bon. Mais alors de les réunir, mais est-ce qu'elles veulent être réunies et qu'est-ce qu'on entend par les réunir? Donc, si vous voulez, mon sentiment, c'est que la laïcité, c'est très bien, mais d'une certaine façon, ça ne touche pas l'islam. Ouais. Ça ne touche pas l'islam. Bon, on voit bien comment dans des parties de la France où un nombre important
de nos concitoyens sont musulmans, la vie publique, c'est la vie musulmane, ce sont les signes et les institutions collectives de la vie musulmane qui sont présents. Je veux dire, comme dans un pays musulman. Oui. Je veux dire, que va dire la laïcité là? Vous dire que la laïcité n'est pas un outil efficace, en tout cas pour... S'il y a une nombreuse population, dont la forme de vie est largement ordonnée par une version ou une autre de la règle musulmane de vie, cette partie de la société est musulmane. Oui. Est musulmane. Sans que l'État soit sous la coupe de l'islam, oui. Mais une partie de la société. Et là, si vous voulez, la laïcité est bien dépourvue, parce que que faire avec des signes d'appartenance collective qui nous paraissent aller à l'encontre d'une certaine civilité ou de ce que le Conseil d'État appelait à propos du foulard du vêtement qui cache le visage, qui mettrait en cause, n'est-ce pas, l'ordre public immatériel. On a du mal à définir, en fait. Si vous voulez, la laïcité, c'est plus facilement déplacer une statue de Saint-Michel au Sable d'Olonne ou enlever sa croix à une statue du pape Jean-Paul II. Pourquoi lui enlever sa croix, le malheureux, quand même, plutôt qu'évidemment de transformer l'islam. Oui. Parce que, quand même, la laïcité rencontre là les limites de la République aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourquoi la République avec l'Église catholique, elle a été assez rude. Je ne lui reproche pas, même si je trouve que l'expulsion des congrégations, c'était quand même tyrannique. Bon, mais enfin, pourquoi la République s'est-elle sentie autorisée à le faire? Parce qu'elle représentait la France. Elle avait une société par excellence à faire valoir. Et la nation l'emportait désormais sur l'Église comme communauté de référence. Aujourd'hui, on a une République française qui ne sait plus ce que la France, qui ne sait plus quelle autorité elle accorde à la France. Donc, elle est très fragile parce que de quel droit elle va réformer l'islam qui est chez elle? Oui, tout à fait. Pierre-Henri Tavoyeux. C'est-à-dire que, voilà, je trouve qu'on est effectivement, si on considère que la laïcité fait partie de l'identité française, au-delà peut-être sans prétendre que c'est un modèle universel, je pense que c'est une cause qui mérite d'être défendue. Voilà. Et il se trouve que je suis référent laïcité de la région Île-de-France et nous avons organisé vendredi et samedi un très gros colloque qui réunissait tous les référents laïcité dans tous les domaines de la santé, de l'école, enseignement supérieur, recherche, des juridictions, des collectivités locales, du monde associatif et du sport. Et évidemment, les problèmes qui émergeaient étaient très très nombreux, mais j'ai vu au cours de ce colloque d'innombrables référents laïcité qui étaient actifs justement pour faire en sorte, avec tact, c'est-à-dire en respectant la liberté, la civilité, mais en même temps en fermeté sur les principes de la laïcité, qui disaient voilà, nous devons ensemble, collectivement, faire en sorte que les règles de la République soient respectées. C'est bien le minimum. Et en effet, d'exiger que la logique communautariste s'efface devant les règles communes de la collectivité nationale, qui sont... Alors évidemment, on peut avoir mauvaise conscience de ce point de vue-là, et je sais qu'il y a un débat sur la laïcité, entre ce qu'on appelle les laïcités ouvertes et puis la laïcité plus combative. Ce débat est tout à fait légitime, mais il me semble pas du tout anormal de considérer que ces règles doivent être respectées avec cet argument supplémentaire. Parce que, vous voyez, sur le modèle de l'accueil des différences, il y a le modèle multiculturaliste et le modèle laïque.
cette image pour essayer de les distinguer. Vous savez, dans un cours, un étudiant américain m'avait posé la question de savoir c'était quoi la laïcité à la française. Donc, comme je savais qu'il venait du Texas, je lui ai donné cet exemple. Donc, et saloon dans les westerns où il est écrit veuillez déposer votre colt avant de rentrer dans le saloon. Puis il y a d'autres saloons où il est écrit vous pouvez rentrer dans le saloon avec votre colt, mais attention, tout le monde a un colt. Voilà. Et donc le modèle multiculturel, c'est tout le monde rentre avec son colt. Vous transformez colt par religion et ça, voilà. Et puis le modèle républicain, c'est le modèle où on laisse son colt à l'entrée et on le reprend en revenant. Ce modèle me paraît plus performant parce qu'il permet d'éviter une des menaces extrêmement importantes de notre société aujourd'hui. C'est pas simplement l'islam, c'est le fondamentalisme islamiste. Alors j'ai la naïveté, je sais que de faire une différence, parce que j'ai des amis qui sont musulmans et qui ne sont pas des fondamentalistes musulmans et qui ne sont pas des djihadistes, qui ne sont pas des fréristes, qui sont plutôt au sens laïque. Donc je maintiens la différence, même si tout le monde me dit que cette différence est indue. Il y a une différence. Le fondamentalisme représente une idéologie de destruction, je pèse mes mots, de la République, et avec eux, je n'ai pas du tout envie de vivre ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est écrit noir sur blanc dans les textes de Daesh, dans les textes, l'école notamment, est une zone de guerre. Une zone de guerre parce qu'il faut détruire l'éducation occidentale. Donc, attention, si nous renonçons à ces règles de laïcité, nous renonçons à l'arme qui nous permet de combattre le fondamentalisme. On le voit dans les pays multiculturalistes, totalement dépourvus de moyens de lutter. Où a démarré le djihadisme européen, c'est la thèse d'Hugo Micheron, extrêmement convaincante, à Londres, où des gens arrivaient, venant du Pakistan, avaient des mots absolument abominables visant à détruire la démocratie, le régime anglais, et ils ont proliféré avec ce sentiment que Pierre Manant disait tout à l'heure, très juste. Voilà. Bon, ça ne va pas durer, de toute façon nous sommes tellement bons, nous sommes tellement libres, tout ça va se dissiper. Voilà. Et je pense que là, il y a vraiment un moyen qui est le moyen de lutter et aussi d'apaiser. Juste un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, les émeutes anti-émigrés les plus violentes n'ont pas lieu en France, pays de la laïcité, mais ont lieu en Angleterre et parfois aux États-Unis, pays dits multiculturels ou plutôt tolérants. Pourquoi ? Parce que les communautés ont tellement l'habitude de ne pas se connaître et cohabiter, elles vivent côte à côte et du coup, elles peuvent très vite passer au face-à-face. Pierre Manant. Vous dites les émeutes anti-immigrés, il n'y a pas d'émeutes anti-immigrés en France. Oui, c'est ça, oui. Pour cette raison. C'est un des motifs de satisfaction que nous pouvons avoir. Sens, à cause de la laïcité. Quand il s'agit de... Alors donc, je félicite Pierre-Henri Tavoyot pour son travail pour la laïcité. Je ne conteste pas le travail que vous accomplissez. Ce que je veux dire simplement, c'est que il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Voilà. C'est-à-dire que une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que veut dire raisonnable ? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. D'accord. Est-ce que, Pierre Tavoyot, au-delà de la laïcité, est-ce qu'il ne faut pas aussi assumer un héritage judéo-chrétien, un héritage culturel ? On se souvient de la polémique sur les racines chrétiennes de la Constitution que Jacques Chirac avait rejetée, mais face justement à... Toutes les aires civilisationnelles du monde sont aujourd'hui en train d'assumer leur passé, leur héritage, que ce soit la Chine, l'Inde de Modi, la Russie de Poutine, les pays musulmans évidemment, et même l'Amérique.
quelque part, qui est fier de son passé, de son héritage, qui ne le renie pas. Et on a l'impression que l'Europe, face à ça, est complètement démunie. Et elle dit, en fait, finalement, nie son passé, justement au nom d'une version peut-être dévoyée de la laïcité. On a vu cette semaine encore un calendrier de l'Avent expulsé des écoles parce que ce serait un danger pour le vivre ensemble, justement. Je pense que tous les autres pays du monde nous regardent avec consternation de dire un calendrier de l'Avent, c'est vraiment le problème de l'école aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas, il ne faut pas aussi être plus tolérant avec notre propre passé, justement, avec nos propres racines culturelles? Bien sûr, je pense qu'un des points sur le fait de ce sentiment de tension aujourd'hui, c'est qu'on se déteste. Pour aimer son prochain comme toi-même, il faut d'abord commencer par s'aimer un peu. Voilà. Or, nous ne nous aimons plus. Et cette détestation emplie de mauvaise conscience coloniale, raciste, esclavagiste. Ouais, un jeune qui arrive dans le monde des idées aujourd'hui, il est convaincu que la France est colonialiste, raciste, grossophobe. Vous pouvez multiplier les phobes. Voilà. Et cette situation est intolérable. Moi, je pense qu'il y a effectivement, on parle beaucoup de logique de fierté, mais une logique de fierté du faire. Le monde démocratique est un monde dans lequel on peut être fier. On dénonce tous les impérialismes. Enfin, on dénonce l'impérialisme européen sans voir que d'abord il est un peu has-been et qu'il y a des impérialismes autrement dangereux qui sont en train d'émerger à l'horizon, sur lesquels nos jeunes petits étudiants sont totalement aveugles et considèrent que c'est formidable. On dénonce le patriarcat dans nos sociétés françaises aujourd'hui sans voir que les sociétés autrement patriarcales et le sens rigoureux de patriarcat peut-être. Donc là, on est véritablement dans une logique d'un monde intellectuel qui fait froid dans le dos. Parce que c'est un monde, effectivement, du déclin et de l'autodétestation. Donc, en effet, il faut revenir avec cette fierté bien placée. Il y a des fiertés mal placées, parfois, mais une fierté bien placée de ce qui constitue la promesse démocratique. Merci à tous les deux pour cette conversation vraiment, vraiment passionnante. Je pense qu'on allait au cœur du sujet, en fait, de la crise profonde que traverse notre pays. Et d'ailleurs, je poursuivrai cette conversation la semaine prochaine, puisque mon invité sera Jérôme Fourquet, justement, auteur, évidemment, de l'Archipel français. Je pense que ce sera totalement dans la continuité de ce que nous avons évoqué ce soir. Merci à tous les deux pour votre présence. Merci à vous, chers téléspectateurs, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à partager autour de vous et à vous abonner, notamment au podcast du Club Le Figaro Idée. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.